est pour eux une nécessité vitale. Et entre congénères, les conflits violents, mortels sont évités. Instinctivement. Pourtant, derrière cette entente, cette harmonie de surface, se cache un formidable et de se perpétuer à n'importe quel prix. Les découvertes récentes des naturalistes révèlent que la marge est étroite du carnivore au cannibale. Il y a dans le monde animal de vastes zones d'ombre. Le cannibalisme en fait partie. Des animaux d'une même espèce se dévorant entre eux, cela avait été fréquemment observé. Jusqu'à une époque récente, ces actes de cannibalisme étaient considérés comme des aberrations, des exceptions à l'ordre naturel sans véritable importance. Les chercheurs ont commencé à aller sur le terrain plus fréquemment. Et le résultat de leurs études a montré que le cannibalisme est un phénomène très fréquent qui concerne des espèces très variées dans tout le règne animal. Pour sa part, Gary Pollis a conduit ses recherches dans une région désertique de Californie, où vivent des tueurs redoutables. Grâce à la lumière ultraviolette, il a pu étudier les agissements de ces chasseurs nocturnes. Quand deux scorpions adultes se rencontrent, leur face-à-face peut conduire soit à un accouplement, soit à un affrontement. Ces deux-là sont des femelles et le combat s'engage. Leurs dards venimeux sont des armes mortelles. Comme celles-ci sont de taille et de force égales, le combat se conclura par une trêve. D'autres petites bêtes du désert ne seront pas aussi chanceuses. Les scorpions attaquent toutes les proies à leur portée, que leur venin a vite fait de paralyser. Gary Pollis a pu observer que ces attaques des scorpions des sables concernent souvent des congénères plus jeunes. Un quart de l'alimentation d'un scorpion des sables est constitué de scorpions de sa propre espèce. C'est très étonnant. Y a-t-il une logique à ce cannibalisme? Ces combats fratricides sont beaucoup plus dangereux que la poursuite d'inoffensifs insectes. Et l'avantage de se procurer une nourriture d'appoint ne compense pas les risques encourus. Seule explication sans doute de ce comportement, dans ces territoires désertiques, la nourriture est rare et il est essentiel d'éliminer le plus possible de concurrents actuels ou futurs. Un autre désert, en Argentine cette fois. On y trouve le plus vorace peut-être de tous les cannibales. Les grenouilles cornues fréquentent les mares éphémères de ce désert. Grands spécialistes des amphibiens, Noël et Claire Halt ont été fascinés par le comportement de ces étonnantes grenouilles. Ces grenouilles dévorent tout ce qui ne dépasse pas leur propre taille. Et elles se jettent sur tout ce qui se présente à leur portée. Elles font de tels excès de nourriture que leur estomac éclate parfois. Cela en fait de redoutables prédateurs. Elles sont capables de littéralement éliminer sur leur territoire toutes les proies disponibles.
En dévorant leurs congénères, les grenouilles cannibales régularisent inconsciemment leur population globale. Si elles ne se dévoraient pas entre elles, l'environnement deviendrait vite inhabité. Le monde des grenouilles, un univers impitoyable. Mais les victimes n'acceptent pas toutes de périr sans combattre. L'arme dont elles disposent, gonfler d'air leurs poumons et se faire assez grosse pour ne pouvoir être avalée. Seulement, cet air, il faut bien au bout d'un moment l'expirer. Et pour la petite grenouille, ce sera vraiment rendre son dernier souffle. Ces grenouilles ont le cannibalisme dans le sang. À peine nés, les très jeunes se livrent déjà à ce sport favori. Ce qui se passe, c'est que les petites grenouilles sont incapables d'avaler des proies plus grosses qu'elles, mais elles refusent de renoncer. Alors elles s'étranglent et meurent d'étouffement en essayant d'avaler ce corps trop gros pour elles. On atteint là une forme de cannibalisme totalement négative, où la proie et le prédateur sont tous deux tués. Mais dans tous les autres cas, le cannibalisme est extrêmement positif pour les grenouilles, en leur procurant une nourriture très riche. Dans le cas présent, cannibalisme égale nourriture abondante, égale croissance rapide, égale sécurité. Car plus on est gros, plus on est à l'abri de ses congénères. Il existe au cœur de l'Arizona une région marécageuse où on rencontre une autre forme très surprenante de cannibalisme. Les protagonistes, ce sont les larves d'un autre amphibien, la salamandre tigre. Une même espèce et deux sortes de larves d'aspect et de comportement très différents. Les unes, le plus grand nombre, se nourrissent de plancton. D'autres, d'une taille plus grande et dotées d'une large tête et d'une mâchoire imposante, sont carnivores. Des cannibales, prompts à se jeter sur les mangeurs de plancton. Une équipe de chercheurs de l'Université de l'Arizona s'est intéressée à la fois aux prédateurs et aux proies. Le professeur Collins pense que les deux sortes de larves, les grosses têtes et les petites, non seulement appartiennent à la même espèce, mais peuvent éventuellement provenir d'œufs pondus par les mêmes femelles. Comment des œufs identiques peuvent-ils produire des larves aussi différentes dans leur aspect et leur comportement? Certains œufs sont-ils programmés pour engendrer des larves cannibales? Pour trouver la réponse à ces questions, l'équipe du professeur Collins a cultivé en laboratoire de nombreuses générations d'œufs et de larves. Leur découverte est passionnante. En fait, chaque œuf possède un code génétique identique, susceptible de produire aussi bien un mangeur de plancton qu'un cannibale. La programmation, le virage, aura lieu en fonction du climat, du temps régnant au moment de la ponte, essentiellement de l'importance des pluies estivales. Si l'eau des mares ne baisse pas, le plancton sera abondant et les petites têtes domineront. Mais que la sécheresse menace et les grosses têtes se multiplieront. Les grosses têtes ne chassent pas à l'aveuglette. Elles attaquent de préférence des larves qui ne sont pas leurs proches. Et s'il leur arrive de s'en prendre à des cousines, elles dévorent très rarement des larves de leur famille directe, qu'elles reconnaissent à l'odeur. Cette petite tête est une sœur de la grosse, et elle ne risque rien en principe. Mais avec un cannibale, il faut s'attendre à tout. Grâce
grâce à ces orgies carnassières, les grosses têtes se développent très rapidement, finissant par être si gros qu'ils peuvent à peine encore nager. Cette monstrueuse gloutonnerie a un objet bien précis. À mesure que l'été avance, l'eau de la mare s'évapore pour ne plus laisser qu'une flaque. La voracité et la croissance forcenée des grosses têtes va trouver alors sa récompense. Leur peau s'épaissit, leurs branchies laissent la place à des poumons, et les voilà transformés en salamandres terrestres, équipés pour partir à l'aventure chercher une nouvelle mare plus accueillante. Pour ces amphibiens, le cannibalisme est un moyen d'assurer la perpétuation de l'espèce. Il permet à certains individus de résister à des conditions climatiques hostiles. Ces survivants porteront les gènes à la fois des petites et des grosses têtes. Et les œufs de la future ponte engendreront des larves de l'une ou l'autre sorte, en fonction des caprices du ciel. Chaque printemps, la remontée des saumons dans les torrents d'Alaska est l'occasion d'un énorme festin auquel accourent tous les animaux à la ronde. Les ours bruns sont parmi les plus ardents pêcheurs. Et les disputes autour des meilleurs sites de pêche peuvent dégénérer en violents affrontements. Chez ces ours, les seuls liens sociaux solides sont ceux qui unissent une mère à ses petits. Le père est parti aussitôt après l'accouplement et la mère les élève seule, veillant sur eux pendant au moins 2 ans. Elle doit se méfier de tous les mâles adultes, qui peuvent être très agressifs avec les jeunes oursons. Mais il lui faut bien parfois les laisser sans surveillance pour aller pêcher. Gare alors aux petits qui s'écartent de la berge. Emporté loin de sa mère par le courant, l'ourson ne survivra pas longtemps. Un mâle adulte guettait, qu'il a aussitôt mis à mort et va maintenant le déchiqueter. Mais pourquoi cette violence, cette sauvagerie qui pousse des adultes à dévorer des oursons alors que les rivières débordent de nourriture? La plupart du temps, les oursons abattus sont des mâles. Sans doute ces mises à mort permettent-elles d'éliminer de futurs rivaux qui pourraient un jour revendiquer une part du territoire, de la nourriture et des femelles. Quels que soient les soins et l'attention consacrés à leurs petits, les mères ne sont pas toujours en mesure de les protéger contre les entreprises des cannibales qui les guettent. Les marais de Floride cette fois, le royaume des alligators. La maman alligator a beau avoir construit un nid très solide, comment être sûr qu'il ne sera pas pillé par l'un ou l'autre des pirates du marais? Elle a investi beaucoup de temps et d'énergie pour édifier ce nid, et elle monte la garde avec obstination. Après 2 longs mois d'incubation, les œufs vont enfin éclore, et la mère peut ouvrir la forteresse.
Elle saisit dans son énorme gueule ces nouveaux-nés à peine éclos. Certains observateurs ont voulu voir dans ce comportement un acte de cannibalisme. Il n'en est rien. C'est le moyen pour elle de les transporter avec beaucoup de soin, un à un, jusqu'au marais voisin, dans un coin protégé où elle pourra veiller sur eux. Mais à l'âge de 2 mois où cesse cette protection, les bébés alligators sont encore très vulnérables. Le professeur Ken Vliet s'est intéressé à leur sort et a voulu vérifier les histoires racontées par les habitants des marais qui parlent de la propension des adultes au cannibalisme. Les jeunes alligators savent d'instinct qu'ils doivent se dissimuler dans les eaux peu profondes où la végétation est plus épaisse. Partout, les adultes rôdent, prêts à donner la chasse à tous les jeunes s'aventurant en eau libre. Nous capturons chaque année le plus grand nombre possible de bébés alligators et nous les marquons à une patte pour pouvoir les identifier. Nous avons retrouvé beaucoup de ces marques métalliques dans les estomacs d'adultes. Nous savions qu'il y avait une forte mortalité parmi les très jeunes, due aux oiseaux, aux petits mammifères et autres. Maintenant, nous avons la preuve qu'une grande partie de cette mortalité est due au cannibalisme. Les alligators ne sont pas à l'abri de ce cannibalisme avant d'avoir atteint la taille de 2 mètres. Si on passe suffisamment de temps à observer les alligators, on finit par être les témoins directs de ces actes de cannibalisme. Ils se reproduisent tout le temps. Pour la plupart des prédateurs, c'est la quantité de proie dont ils disposent qui limite leur population. Les choses ne semblent pas se passer ainsi avec les alligators. Eux limitent d'eux-mêmes leur population en éliminant leurs congénères. Il existe d'autres espèces de reptiles qui pratiquent le cannibalisme. Non plus contre les jeunes, mais entre adultes. Dans l'île de Tenerife, le sol volcanique brûlé par le soleil peut devenir très inconfortable, même pour les petits habitants des lieux. Le caractère violemment bagarreur de ces lézards a intrigué une équipe de chercheurs espagnols. Pour pouvoir les étudier, il faut s'emparer d'eux. Et ce n'est pas une chose évidente. Les lézards les plus forts, les dominants, ont une large tache bleu vif sur le flanc. Face à un intrus qui pénètre sur son territoire, les flancs du propriétaire virent jusqu'à un bleu encore plus vif. Si l'intrus ne se retire pas assez vite, l'occupant gonfle fortement le cou comme dernier avertissement.
Si le combat s'engage, les deux adversaires risquent gros. Le vaincu a pour seule ressource d'abandonner sa queue pour se donner le temps de fuir. Elle repoussera lentement, mais il a quand même sacrifié un stock de graisse essentielle. Pour le vainqueur, ce trophée est une aubaine qui remplacera des semaines de son alimentation habituelle. Cette forme de cannibalisme a sa contrepartie, un inconvénient mis à jour par des chercheurs allemands. Ils se sont aperçus que de nombreux lézards ont la queue infestée par de microscopiques parasites, y formant des kystes. Dans le cas de ces lézards, le cannibalisme aboutirait donc à répandre progressivement des maladies à travers leur population tout entière. Les naturalistes sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à ces risques cachés du cannibalisme. Blessures, transmission des parasites, épidémies. Une autre forme de cannibalisme beaucoup plus subtile, celle des corneilles noires. Elles n'ont aucun problème pour se nourrir. Les charognes sont abondantes sur les côtes d'Écosse où elles vivent. Par contre, les arbres sont rares. Et les quelques saules qui parviennent à pousser sur ce rivage sont très recherchés à l'époque de la nidification. Celui-ci est occupé par une femelle en train de couver. Son partenaire, parti chercher de quoi la nourrir, sera bientôt de retour. Cette charmante scène de dévouement conjugal et de bonheur domestique est malheureusement trompeuse. Les allées et venues du couple sont en permanence observées par des voisins mal intentionnés. Eux n'ont ni arbre, ni couvée. Ce sont des célibataires. Et si le couple a l'imprudence de s'absenter un moment ensemble de son arbre, un célibataire viendra aussitôt s'intéresser de près à leur nid. Furtif et totalement silencieux, le pirate doit agir vite pour ne pas être découvert. Cette fois, il ne prendra le temps de détruire que la moitié de la couvée. Si ce n'est pas la faim qui les anime, qu'est-ce qui peut bien pousser ces corneilles à piller les nids de leurs voisins? Le premier indice, c'est peut-être le nombre de célibataires vivant sur cette côte, beaucoup plus important que celui des couples constitués. Mais revenons au nid. Les 2 œufs épargnés ont donné le jour à 2 oisillons. Les nourrir est un travail à temps complet pour les 2 parents. Les espions continuent à observer soigneusement leurs allées et venues. L'un des oisillons a été mis à mort et violemment déchiqueté. Le retour des parents ne sauvera pas le deuxième. Le pirate l'emporte avec lui. Leur nid n'est plus que désolation. Leur progéniture tuée, leur nid saccagé, les 2 corneilles n'ont plus qu'à s'en aller. Partir chercher ailleurs un endroit plus tranquille pour recommencer une nouvelle couvée. À la perte subie par le couple correspond un gain pour le célibataire. Grâce à son acte de piraterie,
il est entré en possession de l'arbre et pourra prétendre à son tour séduire une femelle, s'accoupler et avoir des petits. C'est le même besoin de se reproduire qui explique le très étrange sacrifice observé chez certaines araignées par des générations de chercheurs. La veuve noire mérite-t-elle vraiment son horrible réputation qui la pousserait à tuer sauvagement son minuscule partenaire mâle, aussitôt leur accouplement consommé? En fait, une observation attentive montre que le petit mâle parvient le plus souvent à échapper aux griffes de sa partenaire, s'il a eu la prudence d'organiser sa fuite. Plusieurs espèces d'araignées pratiquent, on le sait, le cannibalisme conjugal. Le professeur Lynn Foster s'est intéressé aux mœurs de l'une d'elles, l'araignée à dos rouge, qui vit en Australie et en Nouvelle-Zélande. La femelle, comme c'est souvent le cas chez les araignées, est beaucoup plus volumineuse que le mâle. Attiré par son parfum puissant, celui-ci va être la victime d'une des plus curieuses formes connues de cannibalisme sexuel. Pour manifester son désir d'accouplement, le mâle tapote vivement l'abdomen de sa partenaire avec ses pattes, tandis que son corps est agité de vibrations. Ensuite, il insérera un de ses pédipalpes dans l'orifice de la femelle, offrant en même temps son abdomen aux mâchoires de celle-ci. Pendant qu'il lui injecte son sperme, elle, de son côté, aspire goulûment le liquide contenu dans cet abdomen. Cependant, il est encore bien vivant, et il parvient à échapper à la macabre étreinte. Elle l'a laissé partir, bien qu'avec réticence. Lynn Foster a voulu connaître la fin de l'histoire. Et elle a découvert un comportement proprement incroyable. Le mâle revient à la charge, toujours, pour insérer son deuxième pédipalpe. La femelle à nouveau l'étreint, mais cette fois, il n'échappera pas à ce baiser mortel. Il n'a plus la force de se débattre. En un instant, il est enveloppé dans un linceul de soie. Et il ira prendre place dans le garde-manger de sa partenaire pour être dévoré plus tard. Pourquoi les mâles acceptent-ils un sacrifice aussi irrémédiable? Peut-être parce qu'ils s'assurent ainsi une large descendance. En effet, au cours des quelques mois d'existence qui lui restent, la femelle tissera un grand nombre de ces cocons de soie remplis d'œufs. Tous auront été fécondés par le même père, la femelle ne s'accouplant jamais avec un autre mâle. Pour transmettre ses gènes, le reproducteur a sacrifié sa vie. C'est là une bien forte mise. Mais de toute façon, les mâles restés célibataires périssent eux aussi à la fin du printemps. Dans d'autres espèces, les mâles ont inventé un astucieux moyen pour se dispenser de jouer le rôle de victime à ces banquets nuptiaux. Quand le mâle de l'araignée pisore décide de s'accoupler, il commence par se mettre en quête d'un cadeau pour sa belle. Quelques mouches bien juteuses qu'il lui offrira dans un bel emballage de soie. Sa partenaire l'attend. Leur hache est arrivée.
Il avance tenant ostensiblement devant lui son offrande. Avide, la femelle essaie de la lui arracher. Pas question de s'en dessaisir. Le cadeau est en même temps un bon d'accouplement. Quand elle sera occupée à dévorer, il pourra tenter sa chance. Tout à son festin, la femelle va se laisser féconder sans drame. Il ne faut toutefois pas s'attarder trop longtemps. Son ingénieuse tactique ne lui aura pas laissé la vie sauve longtemps. Au coin d'une feuille, une menthe religieuse le guette. Les menthes religieuses ont une réputation bien établie de cannibales sexuels. Mais leur comportement n'avait jusque-là été étudié qu'en laboratoire. Sue Lawrence est la première à les avoir observés et filmés dans la nature. Elle est convaincue que les mâles ne sont pas dans leur majorité suicidaires. Ils manœuvrent avec beaucoup de prudence pour éviter les mâchoires de leurs dulcinés. Aussitôt l'accouplement terminé, la plupart s'empressent de s'en aller. Les caresses post-coïtales sont toujours dangereuses. Celui-ci a été imprudent et il va le payer de sa vie. Cet apport de calories supplémentaires aidera la femelle à pondre une plus grande quantité d'œufs. Les nombreuses observations de Sue Lawrence lui ont permis d'établir une statistique fiable. Un tiers environ des mâles meurent sous la dent de leur partenaire. Ce n'est évidemment pas l'intérêt de l'individu mâle de perdre ainsi la vie, mais c'est son intérêt de reproducteur. Si la femelle qui l'a fécondé est mieux nourrie, la progéniture qui portera ses gènes sera plus vigoureuse. Alors ne peut-on imaginer que progressivement, à l'image des araignées à dos rouge, les menthes religieuses mâles acceptent de se sacrifier de plus en plus nombreux pour la perpétuation de l'espèce. Le besoin de se perpétuer se retrouve partout dans le règne animal. Et certains mâles ne reculent devant rien pour s'assurer une descendance. Ce lion, à la face marquée par de nombreux combats, règne sur un véritable harem. Les femelles de sa troupe ne s'accouplent qu'avec lui, et tous leurs petits sont les siens. Depuis 10 ans, il est ici le maître et le protecteur. Mais tout cela va changer. Aux limites de son territoire rôdent des prétendants plus jeunes qui attendent le moment de le renverser. Déjà, ils sont venus le provoquer. On vérifiait qu'il n'était plus aussi solide. Son heure est venue. Il doit partir. Il finira ses jours solitaires. La succession du chef est ouverte. Et la matriarche sait quel risque cela fait courir à la troupe. Les femelles ne peuvent faire face à un mâle 2 fois plus puissant qu'elles. Leur seule ressource est de rassembler les petits et d'abandonner le territoire.
les a suivis. Et la mère tente de dissimuler ses lionceaux dans les hautes herbes. Dès qu'un nouveau maître prend le pouvoir, il entend faire régner un ordre nouveau, précédé d'exécutions sommaires. Le prétendant est un bourreau implacable. Il va débusquer tous les descendants du vieux chef et les supprimer l'un après l'autre. Ces mises à mort ne sont que la première phase de l'horrible stratégie qui doit assurer au prétendant sa domination sur la troupe. Il va ensuite dévorer chaque petit corps pour faire disparaître tout souvenir de leur existence. Cette forme de cannibalisme peut nous paraître incroyablement et inutilement cruelle. Pour le lion, c'est une nécessité, s'il veut établir sa domination. Le lendemain matin, les lionnes se décident à abandonner leur cachette. La mère appellera longuement ses petits. Pas d'autre réponse que le braiement des zèbres. Ces infatigables recherches aux quatre coins du territoire resteront vaines. Aucune trace, aucune odeur. Mais les lionnes ne pleurent pas leurs petits longtemps. Dès qu'elles n'allaitent plus, elles peuvent être à nouveau en chaleur. Et ce sont elles qui viennent faire des avances aux nouveaux maîtres. Lorsqu'une lionne a perdu ses petits, son instinct lui dicte d'engendrer au plus vite une nouvelle portée. Alors pourquoi pas avec un mâle jeune et vigoureux capable de protéger la troupe? Les accouplements se répéteront fréquemment au cours des jours suivants, le mâle s'assurant ainsi que les petits à naître seront bien ses descendants. Ici encore, le cannibalisme et son cortège d'actes sanglants s'intègrent dans une stratégie globale de perpétuation de l'espèce. D'autres communautés animales pratiquent le cannibalisme, et sous une forme plus dérangeante encore pour nous. C'est peut-être parce que les chimpanzés sont si proches de nous qu'ils nous tendent un miroir inquiétant sur nos propres comportements, bons ou mauvais.
forêt de Gombe, en Tanzanie, les chimpanzés vivent en petites communautés qui peuvent aller d'une vingtaine à une centaine d'individus. Ils nomadisent en petits groupes, qui gardent le contact et communiquent avec leurs voisins à travers un système complexe de cris nettement différenciés. Leur existence dans ces troupes est loin d'être aussi idyllique qu'on a bien voulu le croire à une époque. Longtemps, on s'est représenté les chimpanzés sous un éclairage totalement imaginaire, comme de pacifiques végétariens. C'est seulement Jane Goodall, à la suite de ses observations prolongées, qui a révélé leur comportement de prédateurs féroces, en particulier vis-à-vis d'autres singes. La chasse au colobe s'engage calmement. Le mâle dominant rabat les proies vers les hautes branches. Un de ses compagnons prend position pour bloquer une possible issue. Les jeunes mâles se sont joints à la poursuite. Cerné, un colobe parvient à s'échapper. Mais les chasseurs l'attendent plus bas. L'excitation de la chasse s'empare bientôt de toute la troupe. Il y a chez les chimpanzés une très forte motivation à chasser les jeunes mammifères de toutes les espèces, dès que leur taille les rend intéressants à manger. Ils adorent la cervelle. Et ils entament presque toujours leur festin en croquant la tête pour s'offrir pour commencer leur mets préféré. Ils sont loin les doux mangeurs de feuillage et de fruits. En fait, la viande est de loin l'aliment qu'ils préfèrent. Cette jeune femelle s'offre ostensiblement pour obtenir une part de la viande. Mais elle est repoussée. La compétition de deux jeunes mâles autour de la proie sera vite interrompue par l'arrivée du mâle dominant. À lui le bon morceau. Les autres devront se contenter des restes. Il arrive que cette agressivité se retourne contre des congénères des troupes voisines, comme Jane Goodall en a été témoin. C'est en 1974 que nous avons réalisé combien les chimpanzés peuvent être agressifs dans les querelles territoriales. Et ça nous a bouleversés. En fait, ils peuvent être aussi violents que les humains. Il y a toujours dans les groupes un tueur qui déclenche la guerre. Quand ils partent patrouiller aux frontières de leur territoire, les mâles adultes sont sur le pied de guerre, prêts à attaquer tout intrus. Ils adoptent une démarche spéciale particulièrement prudente. Ils observent le silence radio. Aucun de leurs cris habituels si strident.
Ils envoient des éclaireurs dans les hautes branches et se regroupent fréquemment pour redistribuer le rôle de chacun. Ils scrutent longuement le terrain devant eux. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à des militaires formés par un long entraînement. Le chef de la patrouille a senti l'odeur d'un intrus. La patrouille ne s'attaquera à des étrangers croisés sur son territoire qu'après s'être assurée d'avoir une large supériorité numérique. Cette mère se déplaçant avec un jeune enfant et un nouveau-né est une cible idéale. Elle va bien essayer de franchir la frontière, mais elle est bien trop lente. Cette attaque a duré 20 minutes, d'une extrême brutalité. Les chimpanzés pourchassés ne pouvaient pas s'en tirer. Quand une femelle étrangère à la communauté est attaquée avec son petit, celui-ci sera capturé, et surtout si c'est un mâle, tué et partiellement dévoré. Ce cannibalisme ressemble à une sorte de rituel. La viande procurée par ces actes de cannibalisme est partagée comme les autres viandes. C'est-à-dire que les mâles adultes en mangent la plus grande part et qu'il ne reste aux autres que les os et quelques bribes de chair. Les motivations de ce cannibalisme sont nombreuses et complexes. Le besoin de se procurer de la viande est réel mais secondaire. Avant tout, intervient la défense du territoire contre les voisins et aussi sans doute les ventes d'État, le règlement d'anciennes querelles. En affaiblissant les groupes rivaux, on renforce la position et les chances de ses propres descendants. On retrouve chez ces primates si proches de nous les mêmes pulsions, le même instinct que chez les scorpions, les alligators ou les corbeaux. Une pulsion qui s'inscrit dans la terrible logique de l'évolution. Favoriser les plus forts, les meilleurs, aux dépens des plus faibles. Reste une dernière question. Les animaux cannibales en viennent-ils parfois à commettre l'acte ultime, à mettre à mort et à dévorer des membres de leur propre famille, de leur propre sang? Le deuxième volet de cette enquête s'attachera à répondre à cette terrible interrogation. Ces menaces et le dénouement attendu. Aussi féroces soient-ils, les buffles n'auront jamais la ruse des félins. La lionne s'assure bien qu'on la suit, fait semblant de mener la chasse, pour que ses sœurs viennent refermer le piège. Voici une scène inhabituelle,
où le lion arrive avant la mort de la victime. Ce mâle était sans doute dans les parages, occupé à marquer son territoire, un rôle qui lui est dévolu, car avant d'entamer son buffle, il le contourne et y dépose son odeur, en frottant une glande odoriférante située à la joue. Le rôle de la femelle est de tuer pour nourrir les siens. Les lionnes et les lions ont simplement une vie réglée différemment. Les femelles représentent la stabilité. Il s'agit de leur territoire et de leur tradition familiale. Les jeunes mâles, eux, viennent d'ailleurs, se débarrassent des vieux et restent quelques années jusqu'à ce qu'ils soient, à leur tour, expulsés. La reine des tueurs, elle, reste.